Bon matin sur France 3 Bretagne, merci à vous de nous suivre chaque matin dans Ensemble c'est mieux. Ce matin on parle amour, séparation, nouvelle vie, refaire sa vie à tout âge. C'est de plus en plus courant dans nos sociétés. Qu'est-ce qui booste ses envies de réécrire un nouveau chapitre de son histoire? Comment passe-t-on le cap? On tentera d'y répondre avec nos invités, mais avant on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin? Salut Anne Fantet, bonjour à vous à la maison. Alors vous le savez, dans l'émission, on aime mettre en avant les belles initiatives. Ce matin, focus sur le secteur culturel qui est un petit peu beaucoup impacté par la crise que l'on rencontre aujourd'hui. On va vous plonger dans l'univers du hip-hop et de la création. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un sublime bonnet de hip-hopper qui me va à merveille. Personne ne rigole ici. Bonjour les filles. Et bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour. Salut Evan. Alors Johanna, tu peux peut-être nous expliquer, ou Marion comme vous voulez, quel est le rôle de ce Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne où nous nous trouvons ce matin? Alors, le Centre chorégraphique, c'est un label national. On a été nommé à la direction de ce label-là en 2019, en janvier 2019. On a pris la suite du musée de la danse qui était dirigé par Boris Charmatz. Et l'émission d'un centre chorégraphique, c'est pour nous, en fait, on considère que c'est une maison d'artistes. On accueille les artistes en résidence, on les accompagne pour les aider à mener et aller jusqu'au bout de leurs pièces. On diffuse les pièces des chorégraphes, co-directeurs. Et puis, on a aussi des missions d'action culturelle. Et tous les styles de danse, ils sont représentés ici? Oui, tous les styles de danse. Alors nous, on est, comme tu l'as dit, on est issus de la culture hip-hop, tous les... Par contre, il n'y a que moi qui ai un bonnet, quoi. Ouais. Mais qui a dit qu'il fallait avoir l'uniforme du hip-hop? C'est vous qui me l'avez donné, hein. Mais bon, bref, oui. Il est vrai. Donc vous êtes hip-hopper, mais il n'y a pas que le hip-hop ici. On est issus de la culture hip-hop, mais non, en fait, la responsabilité et le devoir d'un centre chorégraphique national, c'est justement de porter et de promouvoir la danse et la danse dans son ensemble et du coup des démarches d'auteur et de faire évoluer le mouvement et pas forcément le hip-hop. Mais vraiment toutes les danses. Et alors, la particularité du centre de Rennes, c'est que la gouvernance est faite par un collectif, le collectif FAIR, dont vous faites tous partie. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste et quels sont les avantages d'être ensemble, justement. Alors en fait, c'est une configuration très particulière parce qu'habituellement, un centre chorégraphique est dirigé par un chorégraphe. Et lorsque les tutelles ont décidé de mettre en place, de nommer un collectif. Nous, on a décidé de se présenter à 8. Rien que ça. Rien que ça. 6 chorégraphes et 2 productrices. Dont Voilà. tu fais partie. Dont je fais partie. Et les chorégraphes dont tu fais partie, Johanna. C'est quoi les valeurs de votre collectif, rapidement? Les valeurs de notre collectif, c'est déjà... Il y a du rêve, il y a de l'imagination. Évidemment, mais il y a surtout beaucoup d'utopie. Il y a beaucoup d'utopie dans le fait de partager une direction à plusieurs et dans ça, de ne pas s'éteindre pour se cacher derrière une personne, mais de vraiment être allumé à 100% chacun et de pouvoir... d'avoir notre responsabilité individuelle, c'est de donner le maximum au collectif pour pouvoir toujours transmettre, et toujours avoir pas la solution, mais en tout cas la meilleure partie de chacun de nous pour trouver ce qui correspond et ce qui est le plus universel possible. Bon, tu vas continuer à nous expliquer ça tout à l'heure. C'est un petit peu nébuleux, mais on va continuer. Puis surtout, d'ici la fin de l'émission, vous allez avoir une démo de hip-hop avec Johanna ici présente. Que je ne vous conseille de ne pas rater. Et Anne Fantet, on m'a dit tout à l'heure que tu avais participé à un workshop ici même. Tu pourrais peut-être nous faire une petite démo, non? Oh non, je pourrais pas, mais en tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure.
Place maintenant à notre dossier du jour. Il n'y a plus d'âge pour refaire sa vie. On le voit de plus en plus avec l'augmentation des séparations et des divorces. Comment s'expliquent ces nouveaux départs dans la vie sentimentale? Voici quelques éléments de réponse. T'es plus avec Rodolphe? Non, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre ensemble. Depuis la fin des années 90, le nombre de séparations en France a explosé, tout type d'union confondu. Aujourd'hui, 46% des mariages se terminent par un divorce, en moyenne autour de 43 ans. Autre phénomène notable, les plus de 55 ans se séparent aussi plus facilement. Le taux de divorce après un mariage de plus de 35 ans a été multiplié par près de 2 en 10 ans. Mais si on se sépare, c'est qu'on croit encore à l'amour. Et bonne nouvelle, on refait sa vie à tout âge. Même avec des enfants, la famille recomposée fait désormais partie du paysage. Elle représente 9% des familles françaises. Pour les seniors, l'espoir d'un nouvel amour est toujours là. Les plus de 60 ans avouent à 96% qu'ils désirent tomber amoureux et 70% affirment qu'un coup de foudre est toujours possible. Lorsque les choses se passent bien, le nouveau couple n'a plus qu'à roucouler, sans préoccupation de carrière, sans responsabilité parentale et en totale liberté d'agenda. Elle est pas belle, la nouvelle vie ? Et pour en parler ce matin, nos invités, Raphaël Defoucault, bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale, également thérapeute en sexualité positive, créatrice des jeux 2 minutes. Julia Carninon, vous êtes autrice, vous venez de publier votre 5e livre, Liv Maria. Et maître Catherine Glon, vous êtes avocate spécialiste en droit des personnes. Et Florent Paillereau, on reviendra tout à l'heure sur votre engagement au sein de l'association Motion Section France. Bonjour à toutes et à tous. Alors, changer de vie, c'est un acte fort où il est forcément question de rupture, de renouveau. Et de plus en plus de personnes sautent le pas. Pourquoi, selon vous, Raphaël Defoucault ? Écoutez, il y a plein de raisons. Je pense qu'aujourd'hui, on a plusieurs vies. Et de ce fait-là, de temps en temps, on a du mal à passer d'une vie à l'autre avec le même partenaire. Donc, ce qui peut causer effectivement le fait de rupture. Alors, je vous propose d'écouter ce témoignage d'une de nos téléspectatrices, Jacqueline. Je suis une dame de 72 ans et j'ai rencontré mon compagnon en dansant il y a une quinzaine d'années. Je voulais simplement vous dire que voilà, à partir de cet âge-là, on peut partager des choses qu'on n'a pas eu le temps de partager avant. Alors surtout, n'hésitez pas, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît très différent de vous, n'hésitez même pas une minute. Ce n'est que du bonheur, puisque maintenant, on a tout le temps possible. Alors voilà, je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous va. On souhaite aussi beaucoup de bonnes choses, Jacqueline. Est-ce que c'est l'allongement de la vie qui booste ses envies de réécrire un nouveau chapitre de son histoire ? Non, je dirais pas forcément. Oui, pas forcément. Non, pas forcément. Je pense que c'est véritablement le fait qu'on a la possibilité de faire plein de choses, de pouvoir aujourd'hui, ne serait-ce que quand on est à la retraite, on a encore en moyenne 24 ans après le départ à la retraite. Donc il y a la possibilité de faire encore plein de choses. Et puis je crois que ce sentiment amoureux, quel que soit l'âge qu'on est, on y a droit. Et c'est ça que je trouve aussi merveilleux dans la relation à l'autre, c'est que ce sentiment, il reste le même qu'on ait 20 ans, qu'on ait 70. Et ça veut dire aussi qu'on est plus exigeant quand on voit le nombre de séparations, de divorces. On accepte peut-être moins de concessions dans le couple. Peut-être. Ouais. Peut-être. Je crois qu'une des choses, j'aime beaucoup travailler sur les couples heureux. Et dans les couples heureux, en tous les cas, une constante, parce qu'il y en a des couples qui durent longtemps, donc en fait qui s'adaptent au fil du temps. Et que dans ces couples heureux, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'ils restent curieux de leur conjoint. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas une image toute faite en disant de toutes les manières, je te demande pas ça parce que je connais ta réponse. Ils vont rester curieux de leur conjoint et du coup vont s'adapter au fur et à mesure que les corps vont se transformer, que aussi la manière de penser va se transformer et puis le couple va se transformer lui aussi. Il reste comme une sorte d'intrigue presque. Exactement. Il faut la conserver, c'est important. Alors justement, votre dernier livre, Julia Carninon, raconte l'histoire de Liv Maria. Alors elle est née sur une île bretonne, d'une mère bretonne, d'un père norvégien. Elle changera de vie plusieurs fois. Alors chaque fois, j'ai l'impression qu'il y avait un homme au centre de son histoire, de la page qu'elle écrivait. Est-ce que c'était à chaque fois une Liv Maria différente entre chaque étape de sa vie ? Je ne sais pas exactement. On peut dire qu'elle vit plusieurs vies. On peut aussi dire que nous tous, la vie qu'on a vécue, elle a différents chapitres. Et sans même faire des choix amoureux, par exemple, très rocambolesques, on a souvent été enfant, puis élève, souvent ensuite on est parent. On a eu
Enfin, on change de poste dans la vie de toute façon. Dans mon roman, c'est particulièrement mis en exergue parce que c'est du roman, parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Et puis c'est vrai aussi que les périodes de nos vies, on a tendance à les découper par temps de couple. Enfin, je veux dire, c'est une tendance qu'on a tous. Je ne sais pas si c'est une bonne tendance. Donc Liv Maria, elle n'est pas plus croqueuse d'homme du tout que quelqu'un d'autre. Mais effectivement, les couples qu'elle a sont des tunnels dans lesquels elle s'engouffre et où elle se comporte d'une certaine façon parce qu'on se comporte, à mon avis, pas pareil avec les gens. On réagit, on répond à la personne qui est en face de nous. Et pour vous, il faut accepter d'avoir plusieurs vies dans une vie et que c'est tout, enfin que ces morceaux de vie forment un tout plutôt. Moi, j'écris pas des livres qui apportent des réponses, mais je pose dans mes livres les questions qui me travaillent. Et je me demande comment on fait pour faire coïncider ces différentes identités qu'on traverse dans notre vie. C'est ça l'objet, en fait, aussi de refaire sa vie, c'est comment faire coïncider toutes ces parcelles qu'on a traversées. Tout à fait. Mais à côté de ça, ce que je trouve qu'il est intéressant de regarder aussi, c'est que quand il y a une séparation, il y a une raison pour cette séparation-là. Et qu'en fait, dans cette séparation, chacun est responsable d'un bout de la relation. L'autre n'est pas 100% responsable de la difficulté, sauf certains cas, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, les deux sont responsables. Et je trouve que c'est très important, avant de se lancer dans une nouvelle vie, c'est de faire le constat et de réfléchir, moi, dans mon bout de relation, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas ? Et pas forcément parce que la tentation est assez grande de dire l'autre est responsable de tout mon tracas. Et du coup, c'est vraiment l'idée de se dire, c'est de prendre aussi sa part de responsabilité, et c'est ce qui permettra dans une nouvelle histoire de ne pas retomber dans les mêmes travers. En tous les cas, en tant que thérapeute, je suis frappée de voir aussi des histoires à répétition. En fait, des personnes qui vivent quelque chose à l'instant T, une histoire, et puis 10 ans plus tard, ils vivent une autre histoire, mais elle se termine de la même manière. Et puis encore une troisième fois, puis ça peut durer comme ça un certain nombre de fois. Ou alors, il se passe l'inverse de ce qu'ils ont vécu. Donc je trouve que ça, c'est important avant de démarrer quelque chose de prendre nouveau. Du recul, en fait. Exactement, vraiment. Est-ce que les femmes font davantage la démarche de refaire leur vie plus que les hommes ? Alors je pense que les deux dans le fond, parce qu'on n'est pas complètement fait, on est des animaux de compagnie avant tout, on est des humains, mais on aime la compagnie, on aime être avec les autres. Je pense que chacun a envie de refaire sa vie, cependant, souvent, les hommes refont leur vie très vite. Ça veut dire que les attentes ne sont pas les mêmes ? C'est pas forcément ce que je dirais. Je dirais qu'il y a aussi un concours de circonstances, et puis peut-être que chez les hommes, il y a un accueil peut-être plus rapide peut-être que chez les femmes, mais c'est pareil, je ne veux pas non plus généraliser parce que chaque histoire est singulière et chaque histoire est différente. Justement, maître, dans les procédures de divorce, est-ce que ce sont les femmes qui sont souvent à l'initiative ? Je crois que les trajectoires sont différentes. Statistiquement, effectivement, les femmes demandent plus le divorce que les hommes. Si on parle des couples hétérosexuels, parce qu'il n'y a pas, ça n'est pas le modèle unique aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Le regard sur la rupture n'est pas le même probablement, parce que ce que vous dites sur refaire sa vie, ça m'intéresse. On ne refait pas sa vie. On construit des vies successives sans oublier les précédentes. On poursuit sa vie. Donc je pense que le rapport au bonheur et au malheur n'est pas forcément le même en fonction de qui on est. Et qu'est-ce qui complique les procédures de divorce en général ? C'est la question des enfants, ce sont des points qu'on n'a pas encore réglés au sein du couple, les questions d'argent ? Oui, on pourrait dire les enfants et les sous, bien sûr. Mais parce que ce sont des moyens, en tout cas pour les problèmes financiers de patrimoine, d'exprimer autre chose. Alors c'est souvent en amont, quand on s'entend bien, qu'il faut pouvoir discuter de tout ça dans la sérénité. Et puis pour les enfants, apprendre à se respecter l'un l'autre. On parle beaucoup, même si c'est quelquefois une fiction du couple parental, les enfants, eux, ne sont responsables de rien et ils souffrent pas mal quand même. Et oser refaire sa vie, c'est cette quête permanente d'être soi, d'être droit dans ses baskets. Comment vous accompagnez vos patients sur ce chemin-là, avant même d'entamer une nouvelle histoire ? C'est de réfléchir à qui je suis. Quelles sont mes aspirations ? Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez, c'est que le fait, oui, on a plusieurs vies dans une vie, entre le moment où on est effectivement enfant, adolescent, élève, adolescent, puis ensuite on est étudiant, ensuite on est jeune pro, ensuite on est parent, et puis après ça, on va être parent de petits-enfants, puis parent de grands-enfants, puis grands-parents, etc. Donc en fait, toutes ces vies, dans toutes ces morceaux de vie, on a des aspirations qui sont différentes, et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette espèce de
de souplesse, de savoir se laisser façonner aussi par les années qui passent, et que cette manière de se façonner permet de s'adapter. Et puis la personne qui est avec soi, elle se façonne aussi. Et du coup, ça, je trouve intéressant de pas être... On n'est pas des blocs de marbre durs comme tout. On est un peu comme de l'argile qui est toujours en mouvement et qui se fait façonner aussi par le temps. Oui, et d'ailleurs, Liv Maria, elle est toujours animée par cette volonté de rester fidèle à elle-même. C'est quelque chose qui suit un peu votre intrigue. Oui, mais c'était très volontaire dans ce livre-là parce que voilà, c'est un livre dont le personnage est une mère. Moi, c'est le premier livre que j'écris où le personnage est une mère. Et je voulais aussi interroger la figure de la mère, où on a vraiment cette impression que c'est un canon, c'est un truc qui existe comme ça. Et une mère, ça peut être rien d'autre. Et moi, je voulais essayer de donner à voir que derrière cette mère, il y a la personne qu'elle est depuis le début, qu'elle est d'abord une personne, et que c'est pas qu'elle est une incroyable égoïste, c'est qu'on n'arrive même pas à envisager que les mères puissent avoir leurs propres désirs, leurs propres émotions, leurs propres préférences. Il y a un truc comme ça dans l'image de la mère. Je dis pas qu'une mère n'est jamais respectée, bien sûr, mais ça semble un peu troublant, l'idée qu'une mère puisse parfois penser d'abord à elle. Et en fait, je crois qu'il y a eu des études qui ont prouvé qu'en fait, une famille fonctionnait d'autant mieux si la mère, qui souvent porte une bonne part, se satisfaisait. Si elle est heureuse, alors elle rend tout le monde, par un ruissellement pour une fois qui fonctionne, heureux. Et c'est cette question du passé, en fait, que vous questionnez. Oui. Comment ce passé aussi hante Liv Maria tout au long de sa vie. Mais aussi ouais, dans ce livre-là, il y a beaucoup la question du secret, du passé. C'est une espèce de tragédie racinienne au centre du livre. Mais c'était aussi, effectivement, cette idée de qu'est-ce que ça veut dire devenir une mère? Qu'est-ce que ça veut dire endosser ce rôle séculaire, défini? Et tous les moments où on a l'impression d'être un passager clandestin dans cette image apparemment innocente, alors qu'au fond, on est aussi la fille qui a fait tous les trucs pas du tout maternels avant. Ouais, et sur cette question du passé, ce n'est pas toujours évident de solder le passé. Est-ce qu'il faut tout raconter à notre nouveau partenaire Moi, je crois pas. Ouais. Je crois pas, dans le sens où souvent dans un couple, il y en a un qui est très curieux et qui a envie d'être très curieux sur ce que l'autre a vécu. Mais je pense que c'est plus fragilisant qu'autre chose, dans le sens où si vous questionnez votre nouveau conjoint, alors je prends là ma casquette de sexologue sur la manière dont ça se passe dans l'alcôve, il peut y avoir des comparaisons qui peuvent être faites, et puis en fait ça va venir attiser une forme de jalousie, et que je pense qui n'est pas bonne à avoir. Un couple, il se construit sur des nouvelles bases. Oui, bien sûr, on a un passé, mais ce passé fait partie de la vie, mais on n'est pas obligé d'aller tout raconter. Il y en a aussi beaucoup qui se remarient dans leur nouvelle vie. À quoi il faut veiller, maître, quand on se remarie avec quelqu'un par rapport à ses enfants, par rapport à ses biens? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut apprendre à construire et à déconstruire en douceur. Donc, il faut beaucoup parler avec l'autre d'un projet commun pour éviter les malentendus et puis, d'une certaine manière, les injustices. Plus en fonction de la profession occupée par l'un ou par l'autre, de ses capacités à gagner plus ou moins, de construire un patrimoine. Il ne faut pas oublier que le couple, normalement, devrait être l'égalité. Et là, le choix du régime matrimonial est absolument fondamental parce qu'il dit quelque chose de la manière dont on voit son couple. Et ce qui est dramatique dans les divorces, mais plus encore dans les séparations de concubinage ou de pax quand ils n'ont pas été réfléchis, c'est que l'un peut se trouver très défavorisé par rapport à l'autre. Il ne faut pas oublier que le mariage est protecteur d'une certaine manière, notamment en termes de prestations compensatoires, pour essayer de compenser un peu les différences, de pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant la séparation, pour l'un ou l'autre époux qui est en état de besoin. Ça, on ne retrouve pas les mêmes choses pour le concubinage, où il n'y a absolument aucun statut, et qui est quand même pas l'idéal de mon point de vue, surtout quand on acquiert des biens en commun. Avoir la même relation avec son concubin qu'avec son voisin de palier en termes de patrimoine, ça n'a pas de sens. Donc, à minima, se paxer. Vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vous voir sur ces questions-là, qui se remarient après avoir divorcé Oui, bien sûr. Bien sûr, alors de plus en plus, je ne sais pas, mais en tout cas, la complexité de la société, les difficultés économiques parfois majeures, créent des préoccupations et des angoisses d'autant plus grandes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la question des familles recomposées. Et comment chacun, et notamment les beaux-parents, prennent leur place dans tout ça. Et ça aussi, il faut pouvoir le parler. Et finalement, est-ce qu'il y a une vraie différence quand on refait sa vie à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 70 ans?
Raphaël de Foucauld? En termes de, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le fait d'être amoureux, en fait c'est pareil. Et ce qui n'est pas non plus sans poser de problème quand on a plus de 40 ans ou de 50 ans, ou soi-même on a déjà des enfants, ou vos propres enfants, quand ils sont adolescents et qui voient leurs parents qui sont comme eux, c'est-à-dire avec les papillons dans le ventre, et qui ne pensent qu'à une chose, c'est de retrouver le bien-aimé ou la bien-aimée. Et de ce fait-là, ça pose des difficultés. Ou alors, quand les parents sont encore un peu plus âgés et que leurs enfants sont dans des couples établis et qui voient leurs parents comme quand eux se rappellent d'eux-mêmes quand ils avaient 20 ans. Et alors là, du coup, ça c'est complexe. Maintenant, c'est ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui refont leur vie ou ceux qui observent ceux qui refont leur vie. Ce passage-là, ce moment-là, qui est vraiment ce moment de passion, il dure entre 18 et 36 mois, donc rassurez-vous, ça passe. Ça passe. Et justement, quelles sont les clés d'un nouveau départ réussi, rapidement? Et ben justement, c'est accueillir l'autre comme il est, et l'accueillir avec ses imperfections. Et que, comme je disais, soyez curieux, restez curieux tous les matins, levez-vous en vous disant « mais qu'est-ce que je vais découvrir de toi aujourd'hui ?» Et moi, je suis curieuse de la fin de votre livre sur Liv Maria. Elle disparaît. Pourquoi une fin aussi énigmatique? Parce que c'était la chose la moins maternelle. Ouais. C'était plus... Elle quitte sa famille du jour au lendemain. Vous êtes en train de spoiler le livre. Mais je ne dis pas pourquoi elle le quitte. Mais parce que j'avais envie de faire un petit peu de provocation. Ouais. Parce que c'est ça, on ne s'attend pas... Ça semble la chose pas possible à faire. Qu'une épouse, oui, mais qu'une mère de famille parte sans se retourner, on dit « Ah non, les femmes, elles font pas ça. » Et moi, dans la réalité, je sais pas, mais dans la littérature, je trouve ça intéressant de questionner ce que les femmes sont pas censées faire. Je trouve que ça amène des réponses intéressantes. Et quand on parle d'égalité dans le couple, dans le mariage, dans toutes ces choses, et aussi, je suis d'accord avec cette idée de parole, mais je trouve que c'est des fois en essayant de vraiment mettre face à face les deux choses. Qu'est-ce que ça fait si une femme se comporte comme ça, si un homme se comporte comme ça? Ouais, je trouve que En tout cas, elle aura certainement refait sa vie. Même si on ne sait pas. Non, c'est pas sûr. Moi, j'écris beaucoup de livres sur la solitude. La solitude, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, donc je suis pas sûre. C'est une manière de faire sa vie aussi, la solitude. Oui, c'est ça. Mais c'est pas toujours, pas forcément la recherche. Et c'est ça aussi. C'est l'idée qu'une vie complète, être amoureux, c'est toujours merveilleux, mais une vie complète, c'est pas forcément une vie avec quelqu'un. Moi, je trouve ça très intéressant d'être capable d'être plein tout seul. Quand même, ce sera la conclusion de notre interview. Refaire sa vie, mais on peut la refaire aussi seule. Merci beaucoup, Juliette Carignon. Je rappelle, votre dernier roman, Liv Maria, est paru aux éditions L'Iconoclaste. Merci à tous d'avoir participé à notre dossier. Allez, on file retrouver Evan, qui est ce matin avec l'équipe du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. C'est à toi, Evan. Et oui, en attendant de voir Johanna nous faire une petite démo de danse tout à l'heure, on va continuer à parler. On le disait tout à l'heure, vous êtes membre du collectif FAIR qui dirige ce Centre chorégraphique national de Rennes. Et tout en étant toujours à l'affût de nouveaux projets pour développer ceux de vos collègues chorégraphes, vous êtes vous-même aussi artiste chorégraphe. Comment vous conjuguez les deux fonctions ? Alors, nous, on travaille ensemble, Johanna et moi. On coécrit ensemble depuis quelques années. Après, pour revenir à la question, l'appétence à la création vient d'abord du fait qu'on est danseur et danseuse aussi. On a commencé par la danse. Et du coup, instinctivement, on a eu des envies de création, d'expérimentation avec des danseurs venant de nos esthétiques ou d'autres. Et puis aujourd'hui, les envies de création, elles naissent en fonction de plein de choses, de la situation du monde, de nos... Voyons, un spectacle sur le Covid, ça ne doit pas être très fun, hein. Je pense qu'il y a déjà des créations. Mais... il y en a beaucoup qui vont arriver, à mon avis, préparez-vous. Hein. Et même dans tous les secteurs, pas que dans la danse. Mais oui, effectivement, le fait qu'on soit déjà nous-mêmes interprètes et danseurs, il y a un moment où on se pose des questions et on a envie de les expérimenter aussi dans des corps qui ne sont pas les nôtres. Et on a envie d'être dehors pour revenir aussi à danser... Voilà, parce qu'on n'a pas forcément arrêté d'être interprète après être chorégraphe. Et puis oui, pour en revenir au fait que comment on conjugue le fait d'être artiste et directeur, faut continuer à être artiste, donc il faut continuer à créer, il faut continuer à s'inspirer, il faut continuer à se nourrir, Mais alors à danser. justement, comment est-ce qu'on crée un spectacle de hip-hop ? C'est quoi les premières bases ? Comment vous êtes face à votre page blanche et vous mettez sur le papier des mouvements que vous avez en tête ? C'est assez fascinant, expliquez-nous. Déjà, c'est pas forcément créer un spectacle de hip-hop. On est de culture hip-hop, ce qui fait que c'est notre background, c'est notre héritage.
et ça va teinter les choses, mais ça va pas. C'est pas ce qui est au centre des choses. On se dit pas on va créer un spectacle de hip-hop. C'est comment on crée un spectacle. Il y a plein de processus et je pense que ça dépend aussi du projet en soi. Mais déjà, on vit, on s'inspire, on discute, on aime. On a un désir de se retrouver, de travailler ensemble, de rechercher. Mais peut-être que ce tournage va vous inspirer alors. Complètement. De toute façon, chaque expérience se reflète. On est un peu le miroir de la société, nous, les artistes. Du coup, on se réunit, on invite les danseurs et les danseuses avec qui on a envie de travailler, les musiciens aussi. Enfin, c'est toute une équipe artistique autour d'un projet. Ensuite, la création en soi, c'est d'abord se rencontrer en studio et puis ensuite en voir ce qui sort. Oui, c'est une grosse collaboration, c'est une envie de collaborer et de vraiment travailler ensemble et d'échanger, de s'inspirer, de se déteindre les uns sur les autres. Tu me disais que des fois, en te promenant dans la rue, il y a une bourrasque et ça t'inspire un mouvement. Ouais, c'est vraiment ça en fait. On fait de la danse, donc on est dans nos sensations en fait. Et effectivement, il y a dans la création, on peut avoir envie de faire ressentir les choses, on peut avoir envie de les faire comprendre. Et je pense que le Graal, c'est de faire les deux, mais selon les projets, selon les processus, il y a des choses desquelles tu as envie de parler pour témoigner, pour dire quelque chose par nécessité, par responsabilité. Et puis il y en a juste d'autres que tu sens et que tu dois faire et que tu ne l'expliques pas. Et c'est aussi une responsabilité que de faire confiance à ça. C'est ça, être un artiste, ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, le temps est déjà écoulé. Johanna, tu vas pouvoir commencer à t'échauffer puisqu'on te retrouve dans quelques minutes pour une petite démo. Là, je mets la pression, j'en parle depuis tout à l'heure. Nfanté, nous, on est chaud. Et toi, est-ce que tu es prête pour la suite de l'émission et pour voir cette superbe démonstration? Oui, en tout cas, moi, je ne vais pas danser, mais je vais parler emploi. Mais on reparlera de la danse tout à l'heure. Eh bien, parle emploi, on parle danse tout à l'heure. Chacun son job. À tout à l'heure. Bon courage. On passe à présent donc à notre volet emploi tous les jours, coup de projecteur sur ces métiers qui recrutent. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous raconte son quotidien de moniteur d'auto-école. Regardez. Trouve ton point de patinage, d'accord? Pars, et après, trouve-le. Et au fur et à mesure, je ralentis, d'accord? Moi, c'est Arnaud Boutelet, j'ai 26 ans, je suis moniteur depuis plus de 3 ans. Moi, du coup, j'ai passé un diplôme, un titre pro ECSR, enseignant de la conduite et de la sécurité routière, qui se passe à peu près sur 9 mois. Et j'ai enchaîné ensuite sur une mention complémentaire 2 roues. Ça, c'est bien. Si tu vois tout le compteur et que ça gêne pas au niveau du pare-brise, on est bon. OK? Chaque élève est différent. Moi, ce que j'aime bien, c'est les élèves pas compliqués, mais où il y a du psychologique, où il faut vraiment les accompagner, leur faire un peu dépasser leurs limites. C'est ça demande du temps, de l'expérience. J'ai une élève qui a passé 8 fois le permis et ça fait 2 ans qu'elle l'a eu. Elle vient encore de temps en temps me voir et me dire encore merci. Ça, même des années après, ça fait toujours plaisir. Quand tu te rends compte de ta compagnie, on s'arrête, débraye à fond et freine. Voilà, freine doucement. C'est ça que t'appelles doucement, toi? Ça, c'est doucement pour toi? Ah la vache! Beaucoup de gens ont cet a priori de se dire le moniteur ou la monitrice sont dans la voiture, ils sont un petit peu pantouflards, assis à côté, etc. Je vous souhaite de vous mettre à côté d'un élève conducteur débutant et vous allez voir si c'est un métier où on est serein psychologiquement. En voiture, on est à côté d'eux, donc on est physiquement présent, on vit la chose en même temps qu'eux pour intervenir. En moto, ce qui est différent, c'est qu'ils sont chacun sur leur véhicule. On ne peut pas intervenir physiquement sur leur véhicule. Je suis plus spécialisé moto que voiture. Avec le permis moto, ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui passent un permis plaisir. Ça veut dire qu'ils viennent, ils sont motivés, donc le relationnel n'est pas du tout le même. Voilà, regarde où tu vas, un peu moins vite ici. Ralentis. C'est pas grave le pied, reprends-toi. Allez, c'est pas grave. On est très axé sur le côté sécurité routière parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la route. Surtout que la moto, ça touche une catégorie d'usagers très vulnérable. Moi, personnellement, c'est un métier qui est gratifiant pour moi. C'est pas un métier où il faut se dire je vais faire moniteur pour faire de l'argent. C'est pas un métier où on fait de l'argent. C'est un métier qui est gratifiant humainement, mais pas un métier qui est gratifiant financièrement. Pour l'instant, ça fait 3 ans. Je me lève tous les matins, ça m'empêche pas d'aller au boulot, même quand il pleut, même quand il fait 0. Un permis, on le passe qu'une fois dans sa vie, théoriquement, et les gens, ils vont être tout seuls sur la route après. Donc il faut les accompagner du mieux possible. C'était le métier de moniteur d'auto-école. Pour en savoir plus sur le métier et les débouchés, Caroline Cocagne est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour à tous. Alors, vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Quelles sont les formations qui existent ? Alors la formation de base pour devenir moniteur d'auto-école, c'est le titre professionnel de la conduite et de la sécurité routière, ce qu'on appelle en fait dans le jargon acronyme le ECSR. Voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres formations complémentaires. Quelles sont ces autres formations complémentaires ? Alors on a vu Arnaud, il avait une formation complémentaire en cycle, en moto. Il existe aussi des formations complémentaires pour poids lourds et aussi conduite de transport voyageurs, les bus. Et quels que soient les cas, c'est un métier de contact et plusieurs qualités humaines sont requises. Tout à fait. Alors moi, les deux mots plus importants dans ce métier-là, il y a la pratique et la théorie en fait. Alors c'est vrai que pour un moniteur, il faut bien sûr être rigoureux, parce que bien sûr il y a la vigilance par rapport à la sécurité routière. Il faut être disponible, puisque souvent les cours sont donnés en fin de journée. Et ce qui est très important aussi, c'est le côté humain et la pédagogie. On a bien vu Arnaud qui se mettait à la hauteur de ses apprenants, et puis il adapte son discours en fonction peut-être aussi désamorcer par exemple des situations compliquées et puis des peurs qu'il peut y avoir aussi dans la conduite. Et quelles sont les offres à pourvoir en ce moment sur le territoire breton ? Alors actuellement, il y a 15 offres sur le site pôle emploi.fr et aussi, n'oublions pas, le marché caché. Et justement, Richard nous parlait tout à l'heure du salaire. Quel est le salaire dans la profession ? Parce qu'il disait qu'il n'était pas très gratifiant. Alors c'est vrai qu'on est proche du SMIC en fait, et bien sûr le salaire peut augmenter en fonction des années d'expérience. Il peut changer aussi si la personne est formateur, puisqu'il y a aussi des formateurs de moniteurs auto-école et aussi des formateurs pour la conduite poids lourd. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions et à bientôt. Bientôt, merci. Et comme chaque jour, une idée solidaire à présent. Et si vous vous engagiez pour une cause humanitaire à destination des enfants, voyez la marche à suivre. Tu es toujours bénévole à l'UNICEF ? Plus que jamais, les enfants, c'est le plus beau des engagements. Vous êtes convaincus, comme on le dit à l'UNICEF, que l'avenir aura besoin de chaque enfant, mais que c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous? Alors, pourquoi ne pas rejoindre la célèbre organisation de défense des droits des enfants liée aux Nations Unies? Vous participerez à la sensibilisation de l'opinion sur les conditions de vie des enfants les plus vulnérables dans le monde et à la collecte de fonds permettant de mettre en œuvre des programmes de terrain dans plus de 150 pays. On peut même participer aux actions de l'UNICEF dès 6 ans. On devient alors ambassadeur. Anne, 42 ans, est bénévole depuis cet été et l'engagement de ses enfants l'a beaucoup émue. Lors du forum des associations, on expliquait nos actions menées dans le monde à des jeunes. On devait peut-être avoir 5 ou 6 jeunes ambassadeurs de 8-10 ans. Et avec 10 centimes, on pouvait réaliser un vaccin pour sauver un enfant. Je leur expliquais ça, je retourne au stand et peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure après, je vois les 5-6 jeunes ambassadeurs arriver, le sourire aux lèvres. Anne, on a récupéré de quoi faire au moins 500 vaccins. Ah, ils étaient fiers. Et c'est ça l'UNICEF. C'est beaucoup de bienveillance et être solidaire envers l'autre. Vous aussi, engagez-vous pour les enfants du monde. Ils sont le présent et l'avenir de l'humanité. Ils doivent être protégés et aidés. Comme l'UNICEF, d'autres associations viennent en aide aux enfants dans le monde. C'est le cas de l'association Motion Section France, dont vous faites partie, Florian. Rebonjour. Expliquez-nous comment fonctionne votre association. C'est une association, on est 70-80 membres. Et on vient en aide aux jeunes enfants d'Haïti. Pour les aider à la scolarisation. Et justement, vous les parrainez. Comment ça se passe? Alors on a deux, en fonction de l'âge, deux types de parrainage. On a les parrainages d'enfants qui sont scolarisés jusqu'au bac. Et là, en fait, on est sur un parrainage global. C'est-à-dire on n'a pas forcément une filleule ou un filleul. Et puis ensuite, on a la poursuite d'études, où là, on est sur des financements qui sont beaucoup plus élevés. Et là, il y a des parrains qui sont dédiés et puis qui s'engagent un peu à accompagner le jeune jusqu'à ce qu'il trouve un travail. Alors vous, votre filleule, elle s'appelle Sassoun. Concrètement, sur quel type de projet vous l'avez accompagnée? Déjà, à quel âge aujourd'hui et depuis quand vous la suivez? Ça fait 20 ans que je la suis, même c'est une jeune femme. Ouais. Au départ,
c'était pour l'aider déjà à aller à l'école. Hein. Le problème en Haïti, c'était que les jeunes filles, elles restent pour aider les parents. Elles ne vont pas à l'école. Donc il y avait un engagement, rien que déjà redonner un peu le rôle aux femmes. Et puis, elle a grandi. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis maintenant, elle a réussi à trouver sa voie. Et donc, il y a 3 ans maintenant, elle s'est orientée vers des écoles vers des études d'infirmière. Et du coup, en 20 ans, comment vous avez réussi à créer un lien avec elle? Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Vous vous êtes rendu à Haïti? Alors, cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Ouais. Donc, c'est la première fois que je la rencontrais, physiquement. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle a 28 ans sur la photo, je crois. D'accord. Et vous aviez l'impression de vous connaître sans vous connaître? Oui, c'est ça. Alors maintenant, il y a WhatsApp. Ouais. Donc on peut communiquer. Avant, c'était par lettres qui venaient très rarement, en fait, par les gens de l'association qui y allaient. On avait des nouvelles. D'accord. Mais Et quand vous la voyez aujourd'hui dans cette école d'infirmière, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes fier? Vous vous dites que c'est une battante? Oui, je suis fier d'elle. Je suis fier de tous les jeunes qui ont fait l'effort de s'investir. Et puis, je suis aussi fier de l'asso qui, malgré toutes les difficultés, en Haïti, on a quand même eu quelques épisodes assez compliqués. Et puis, il y a des moments où il y a des coups de projecteur, puis il y a des moments où on oublie complètement. Hein. 2 ans après le séisme, on n'en parlait plus d'Haïti. Et justement, c'est important la question de l'argent, parce que c'est ça qui aide finalement tous ces enfants que vous aidez à continuer leur scolarité. Oui, c'est le nerf de la guerre, l'argent là-bas. Alors nous, on a fait le choix, j'aurais dû répondre à votre question tout à l'heure sur le fonctionnement. En fait, l'association est en 2 parties. Il y a une partie qui est là-bas. C'est-à-dire, là-bas, on a un comité local qui s'occupe de redistribuer l'argent qu'on récolte. Que vous récoltez, oui. Et comme ça, on est sûr que ça va directement pour les enfants. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi Haïti comme port d'escale? Il y a un côté très personnel. Moi, dans ma famille, mon beau-père est haïtien. Ouais. Et il y avait une envie d'aider son village natal. Et donc, c'est au départ pour ça que ça a été créé, Motion. Et puis ensuite, on a... Et ce que vous disiez, c'était que c'était important que les jeunes soient formés pour qu'ensuite, à leur tour, ils puissent travailler pour la reconstruction de leur pays. C'est ça. L'objectif, c'est d'essayer de les former déjà sur des métiers qui vont servir à quelque chose. Les métiers du soin, vous disiez. Et voilà, et des métiers qui vont pouvoir, là c'est au Mall Saint-Nicolas, qui vont pouvoir les faire revenir là où ils vivaient, et pas seulement tout à la capitale, même si eux, ils ont parfois une envie d'aller vivre autre chose. Nous, on les engage aussi à ce qu'ils viennent aider à développer le local. Et donc à servir de mentor, de modèle pour les autres enfants, pour que, et en 20 ans, on a vraiment vu la différence. Ça devient naturel, ça ne l'était pas. C'est naturel maintenant d'aller à l'école au Mall. Et comment vous récoltez vos fonds? C'est des dons de nos adhérents. Alors, ceux qui parrainent un jeune en poursuite d'études donnent beaucoup plus. Et sinon, il y a une cotisation qui est de 75 € par membre. Donc, on est sur des petits montants. C'est pas l'objectif. On a très peu de frais, puisque tout l'argent qu'on récolte va aux enfants. Il n'y a pas de faux frais. Et comment on fait pour vous rejoindre rapidement? Sur le site Motion Section France, il y a un formulaire de contact et vous pouvez prendre contact. Et avec plaisir, on vous renseignera. Merci beaucoup, Florent, d'être venu nous partager votre expérience. Allez, on part refaire un tour du côté d'Evan, qui est en compagnie ce matin des danseurs du collectif Faire. Exactement, Infanté, et vous avez sûrement remarqué dans l'actualité que récemment, le co-directeur du centre, Ousmane Sy, est disparu. Et en fait, Ousmane Sy était un danseur de renom. Il avait créé une œuvre dans laquelle, Linda, tu as dansé. Cette œuvre, elle va être disponible très bientôt sur le site de France Télévisions pour en profiter, pour la regarder. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce spectacle qui sortira à titre posthume donc? One Shot, c'est un peu un medley de tout l'univers de Ousmane Sy, donc autour de la house dance et de la house music, qui réunit les danseuses du groupe Paradoxal qu'il a formé depuis 2012 et 3 danseuses guest au plateau. Donc c'est une pièce qui dure 1 heure. Et ça, qu'est-ce qui t'a plu dans cette pièce? Je fais partie d'un petit peu toutes les parties de ces travaux, et du coup c'est vraiment de grandir à travers ce groupe et d'avoir l'occasion de retraverser tout ça ensemble autour de ce travail-là. C'est assez fort, quoi.
Alors évidemment, en ce moment, l'activité est un peu réduite, mais la création ne l'est pas du tout. Vous êtes toujours au taquet. Il y a plein de projets en cours. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être de ton futur projet, toi, Seydou? Alors, Johanna Faye et moi, on est en création pour un spectacle qui s'appelle Earthbound, qu'on a commencé en octobre 2020 et qui était censé être présenté au TNB, Théâtre National de Bretagne, en février à Rennes. Mais du coup, avec la situation actuelle qui est repoussée, et nous, ça nous donne un peu plus de temps pour justement profiter de créer. D'accord, de peaufiner un petit peu. Et toi, Linda, tu as aussi un spectacle en préparation? Oui, c'est un projet qui prend une autre tournure, mais qui s'appelle Recovering, qui est sur le thème du processus de guérison. Et donc, pareil, je prends ce temps-là également pour proposer des laboratoires où j'invite régulièrement des danseurs à traverser des choses et à tester des choses. Bon, en un mini-mot, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre passion? Parce que vous la transmettez, votre passion, on la sent. Mais qu'est-ce qui vous anime au quotidien? C'est pas facile comme question. La transcendance. La transcendance? L'essence. Bon, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. Et puis depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous teaser sur Johanna qui est derrière nous et qui se prépare à vous montrer un petit peu ce dont elle est capable. Je vous propose tout de suite de la regarder, on se terminera comme ça. Allez Lucas, on peut mettre le son, Lucas aux platines, et on observe. Blood on the leaves and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell. Et c'est sur ces images que se termine cette émission. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous depuis chez vous pour votre fidélité chaque matin à votre émission Ensemble c'est mieux. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne.